je suis venu chez Warner avec un objectif en tête, c'était apporter ma pierre à la négociation du virage numérique. Clairement, après ce qui s'était passé dans la musique, j'étais pas hyper nécessairement partant pour repartir dans l'entertainment, qui est un secteur, on le voit, structurellement menacé par tout ce qui est en train de se passer avec le digital. Et ce qui m'a poussé à y aller à l'époque, c'était que je me disais que j'étais peut-être en position de faire avancer des choses, peut-être marginalement, mais en tout cas de faire avancer des choses pour que ça se passe un peu mieux que ce que j'avais vécu à l'époque dans la musique. Et c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai depuis que j'ai rejoint la maison et que je continue à avoir en fait, c'est apporter de l'innovation, être un peu un virus qui vient changer les méthodes de pensée, la manière de voir les choses et puis proposer des nouvelles pistes pour croître ou survivre au minimum. D'accord, et justement pour survivre avec maintenant qu'on est tous connectés, quelle est la stratégie digitale de Warner Bros. France? Oh, il y en a plusieurs, c'est une vaste question. Enfin, il y a la partie marketing et puis il y a la partie distribution. Sur le marketing, c'est la data, c'est sûr. C'est-à-dire que quand vous regardez tous les géants d'internet, etc., en fait, le cœur de métier de toutes ces boîtes-là, c'est la data. C'est-à-dire qu'elles ont réussi à se garantir une position privilégiée auprès de leurs consommateurs, que ce soit Apple, Facebook, d'autres. Et de cette position privilégiée, ils ont récolté un flux d'informations remontantes qui leur permet d'avoir donc une position de choix, puisque aujourd'hui on s'aperçoit que de plus en plus le vrai actif d'une boîte, c'est pas tant par exemple comme pour nous son catalogue, c'est plutôt son portefeuille de clients quoi, quelque part. Et donc quand iTunes dit j'ai 700 millions de comptes one-click, avec les cordées bancaires, etc., enfin, ça c'est un asset absolument incroyable aujourd'hui. Donc peut-être que nous sommes les seuls à pouvoir vendre Gravity ou Mad Max, mais en tout cas, eux détiennent un chemin privilégié d'accès au consommateur final et qui a de plus en plus de valeur. Donc dans le digital, ce qui se passe, c'est que il y a plus de contenu qu'on ne pourra jamais en consommer. Et on voit qu'il y a une explosion en fait, des sollicitations en fait, par rapport à ça. Et donc la valeur qui baisse, c'est la valeur du contenu. Donc on voit que des business models qui étaient basés sur la propriété vont aujourd'hui se déporter vers l'usage, donc la location, qui sont généralement moins rémunérateurs que la vente d'ailleurs. Donc il y a des ajustements de structure de coûts à faire. Et dans le même temps, il y a une valeur qui monte, c'est la valeur de la curation. Et la valeur de la curation, c'est en gros comment on peut filtrer de manière pertinente les contenus qu'on vous propose. Parce qu'on n'a plus le temps de tout voir. Avant c'était simple, on sortait un film, il y en avait quelques-uns, tout le monde se ruait pour voir le même film, etc. Aujourd'hui il y en a 15 qui sortent par semaine, il y a un catalogue énorme, etc. Enfin tout le monde rate des films, probablement qui correspondent en plus à vos goûts de manière très, très sûre. Et donc, toute la chronologie des médias par exemple, qui a été basée sur la récence, donc plus un film est récent, plus il vaut cher, en fait est battu en brèche par des nouveaux acteurs comme Netflix qui viennent dire non, c'est pas la récence, le problème c'est la pertinence. Parce qu'il y a trop de choses à voir. Donc vaut mieux voir un vieux film d'il y a 4 ans qui vous convient qu'un film la semaine dernière qui vous convient pas. Ouais. On voulait savoir plus comment ça fonctionne. Après on va revenir avec Netflix, mais tout d'abord MyWarner, comment ça fonctionne. En fait l'objet de MyWarner, c'est la data. Et pour avoir la data, comme je vous l'ai dit, il faut avoir accès au consommateur final. Et MyWarner, c'est un moyen d'avoir accès au consommateur final qui n'est pas conflictuel avec nos relations avec nos clients. Parce que nous, on n'a pas, normalement, on a des gens entre nous et le consommateur. On a soit Canal pour la télé, ou TF1, ou on a la Fnac, ou Orange, etc. Donc il y a des revendeurs entre nous et le consommateur. Donc comment on pouvait se garantir un accès au consommateur final sans pour autant aller tout de suite être en concurrence avec nos clients? C'était MyWarner, en gros un programme de fidélité relationnelle qui proposait aux gens de rejoindre des communautés de fans autour de films ou de séries ou de jeux vidéo, etc. Et ça marche très bien. D'accord. Et enfin, pour finir, justement, vous parliez de Netflix. Ouais. Et comment vous pensez que ça va impacter l'économie de l'audiovisuel d'ici... je crois que Red Hastings a dit que d'ici 2020, il voulait avoir 20 millions d'abonnés. En France. En France, oui, je parle en France. Et comment vous pensez que ça va impacter du coup l'économie de l'audiovisuel? Alors, et même la façon dont vous fonctionnez. Souvent, les gens qui ont
eu des fantasmes avant l'ouverture de Netflix en France ont tendance à penser que c'est un marché à somme nulle. Et que donc si Netflix vient et prend une valeur, ça va être au détriment d'autres acteurs et que donc ça va faire baisser la valeur de leurs concurrents, directs ou indirects. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui quittent carrément la catégorie, qui sont plus consommateurs de vidéos par exemple, ou qui ne vont plus au cinéma. Il y a beaucoup de jeunes notamment qui quittent la catégorie, qui ne vont plus en salle. Ça ne les intéresse plus parce qu'ils ne s'y retrouvent plus. Ils préfèrent regarder des vidéos sur YouTube ou télécharger illégalement, etc. Et donc il faut aussi avoir en compte l'attractivité globale du secteur. Le premier impact de l'arrivée de Netflix, moi je trouvais que l'arrivée de Netflix en France, elle n'était pas si démentielle que ça déjà. Donc déjà, il faut arrêter les fantasmes. C'est pas des super-héros, quoi. Ils n'ont pas des pouvoirs que d'autres n'ont pas. Hein. C'est des boîtes comme nous. Ils ont un business model, ils le déroulent et ça marche plus ou moins bien. Et donc ils ont fait des erreurs déjà en arrivant, avec une approche peut-être un peu trop d'ingénieur et pas assez marketing de mon point de vue. Le premier impact de l'arrivée de Netflix en France, c'est l'explosion de Canal+. Canal+ qui dormait chez Canal+, avec vraiment, qui avait été créé de manière un peu défensive, sans vraiment focus dessus, etc. Tout à coup, ils ont créé une direction OTT, ils ont mis des moyens, ils ont dépensé de l'argent, ils ont créé des offres un peu sympas, et du coup, leur nombre d'abonnés a augmenté. Et ça, c'est l'impact direct de l'arrivée de Netflix. Donc vous voyez que, en fait, un nouvel arrivant dans un secteur peut avoir un effet bénéfique si c'est un aiguillon qui vient réveiller des belles endormies comme ça, qui se contentaient d'une position un peu préservée par des aménagements du marché qui sont souvent réglementaires en France en plus. Parce qu'on pense que c'est le réglementaire qui peut sauver le marché. Je suis assez contre ça aujourd'hui. Je pense que le réglementaire aujourd'hui, c'est une fausse protection. Donc, on verra ce que Netflix fera dans 20 ans ou dans 5 ans. Je doute qu'il ait 20 millions d'abonnés dans 5 ans, ça me paraît très ambitieux. En même temps, c'est vrai qu'il y a un caractère constitutif du digital ou d'Internet, c'est l'effet des réseaux, la fameuse loi de Metcalfe, qui dit que la valeur d'un réseau, c'est le carré du nombre de ses membres. Et cette loi, elle a un corollaire, c'est qu'il n'y a pas de numéro 2 sur Internet. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a Facebook, il n'y a pas de raison d'avoir un deuxième Facebook. Parce que la valeur de Facebook augmente si tout le monde y va. Et de la même manière, Amazon, aujourd'hui, il n'y a pas de concurrent direct de sa taille. Et c'est probablement une des problématiques les plus graves d'Internet, c'est à quel point ça peut finalement tuer une concurrence telle qu'elle s'exerçait auparavant. Et la seule manière de concurrencer aujourd'hui Amazon ou Netflix, c'est d'arriver avec un produit plus disruptif, qui ne va pas être frontal, mais qui va être différent, et qui va apporter des choses que Amazon n'apporte pas. Donc, peut-être que Netflix aura une position dominante, je ne sais pas, je suis pas dans la prospective. Je ne pense pas. Je pense que ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que finalement, alors que Netflix s'était désigné HBO comme objectif, Ted Sarandos avait dit il faut qu'on devienne HBO plus vite que HBO devienne Netflix. Et donc ça veut dire qu'ils voulaient en gros devenir un acteur majeur de la production avant que HBO n'apprenne à vraiment communiquer avec ses clients, avec ses consommateurs finaux. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a un équilibre qui se forme. Et que finalement, un mode de curation à la HBO qui est fait un peu comme Canal, par des programmateurs, des gens, des humains, va intéresser un certain segment de population, et un mode de curation à la Netflix qui est fait par de l'algorithme, et donc beaucoup d'informations liées à la data qui va remonter sur les usages, etc., séduire un autre type de personnes. Et j'en discutais avec... C'était Axel Dochès, quand il était patron de Deezer, et je me rendais compte que moi, Deezer, ça me convient pas. Parce que, à mon âge, moi j'ai travaillé 8 ans dans la musique, donc j'en ai soupé de la musique, et aujourd'hui j'accepte volontiers d'être un ringard, entre guillemets. J'ai pas envie de passer du temps à nourrir un algorithme de recommandation en écoutant beaucoup la plateforme pour qu'en échange, il m'envoie des recommandations pertinentes. Donc, comme j'utilise pas assez la plateforme, les recommandations sont pas suffisamment intéressantes, ça marche pas. Du coup, je préfère écouter Nova et son programmateur qui m'envoie en fait des nouveaux titres, et donc qui joue le rôle de plateforme de découverte que doit avoir ce genre de médias.